Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Les Algériens bravent l'omniprésence policière dans la capitale pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays également. Leurs Altesses, le prince Harry et la princesse Meghan sont attendus demain au Maroc. Le couple princier devrait se rendre à Casablanca, Marrakech et Rabat. Le bois de chauffage, une denrée rare dans la région de Khnifra. Face aux chutes des températures, les habitants ramassent brindilles et branches d'arbres pour lutter contre la baisse des températures. Puis nous irons à la fin de ce journal à Tanger pour découvrir l'Institut de la Légion américaine pour les études marocaines. Cet édifice à l'architecture mauresque avait été la première acquisition américaine à l'étranger. La contestation monte contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika en pleine campagne de collecte de signatures pour les candidats à la magistrature suprême. L'Algérie est secouée par des manifestations de grande ampleur. Ce vendredi, des milliers d'Algériens ont battu le pavé dans les principales wilayas du pays, même dans la capitale où toute manifestation est interdite depuis 2001. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues malgré les policiers qui tentaient de refluer les marcheurs manu militari. Amina Malkhalat. Pas de 5e mandat, un slogan sur toutes les lèvres ici en plein cœur de la capitale. Un rassemblement inédit à Alger où des foules compactes bravent l'interdiction officielle depuis 2001 de toute manifestation dans la ville. Et ce, malgré ce cordon sécuritaire imposant. Repoussé par ces forces policières qui ont eu recours à des tirs de gaz lacrymogène, le cortège a tout de même tenté en vain de marcher vers la route menant à la présidence. L'appel à la mobilisation lancé par l'opposition algérienne aura aussi trouvé écho auprès des manifestants à travers tout le pays, entre Oran, Annaba, Biskra, Tizi Ouzou, Louari, El Tarf ou encore Bijaya. La liste des villes et localités où des milliers de personnes ont battu le pavé est longue. Dans toutes ces régions, le même élément cristallise la colère des manifestants depuis plus d'une semaine. Il s'agit de l'intention d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans de se représenter à sa propre succession. Le président algérien sortant, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations diverses dans les médias algériens, depuis qu'il a été victime en 2013 d'un AVC qui a considérablement réduit sa mobilité. On vient de l'entendre, le président Abdelaziz Bouteflika a été victime d'un AVC en 2013, un accident qui a gravement atteint sa motricité et réduit sa locution. Il est attendu à Genève ce dimanche pour des contrôles médicaux. Direction maintenant les frontières du Venezuela où l'attente est crispée. Les aides humanitaires y sont toujours bloquées. Un avion militaire brésilien chargé de vivres est arrivé ce vendredi au nord du Brésil. Brasilia avait décidé de maintenir son soutien logistique en dépit de la fermeture de la frontière décrétée hier par Nicolas Maduro qui considère l'initiative de faire entrer l'aide humanitaire comme une provocation et un prétexte à une intervention armée pour le renverser. Mehdi Soufiane. 2 personnes ont été tuées et 15 blessées dans des affrontements avec l'armée dans le sud-est du Venezuela, à la frontière avec le Brésil. La situation est très tendue également à la frontière avec la Colombie, où des milliers de Vénézuéliens se sont rassemblés pour afficher leur soutien à l'aide humanitaire destinée aux habitants du Venezuela. C'est la route de San Antonio, près de la Colombie. Les soldats veulent empêcher les citoyens de participer à cette grande marche. Les dirigeants actuels du Venezuela refusent l'aide humanitaire, y voyant le prélude à une action militaire. Ce sont des scènes quotidiennes. Il y a de la violence. La situation n'évolue pas et nous sommes les victimes. L'Organisation des Nations Unies annonce aujourd'hui que 2 700 000 Vénézuéliens ont fui leur pays depuis le début de la crise politique et économique. L'ONU précise qu'il s'agit du plus important déplacement de personnes dans l'histoire récente de l'Amérique du Sud.
Le duc et la duchesse de Sussex sont attendus au Maroc demain. Leur Altesse le prince Harry et la princesse Meghan multiplient les voyages depuis leur mariage le 19 mai dernier, qui avait été suivi par près de 3 milliards de téléspectateurs. Après l'Australie, l'île Tonga ou encore Dublin, le couple princier devrait se rendre à Casablanca, Rabat et Marrakech. Écoutons l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc. Le prince Harry et la duchesse de Sussex, ils aiment beaucoup être avec le peuple. Donc on connaît très bien l'histoire du peuple au Royaume-Uni, on est très proche à notre famille royale. Donc pour que notre couple royal puisse aller voir un peu le peuple ici au Maroc, pour moi ça avait quelque chose de magique. Et là, pour enlacer les relations en tant qu'éducation, accès à l'éducation pour les filles, le Mike qui va recevoir son honneur, et aussi pour voir un peu le paysage hors du Rabat ou de Casablanca ou des grandes villes, et de pouvoir rencontrer le peuple de ce beau pays. Moi j'ai trouvé que tout allait très très bien ensemble. C'est vraiment une création qui est superbe. La réussite de la stratégie nationale de développement durable est l'une des priorités du gouvernement. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'exécutif. Saadetdine El Othmani a pris part ce vendredi aux travaux du comité stratégique de développement durable, tenu en présence notamment des représentants des différents secteurs ministériels concernés par cette question. Il a rappelé les hautes instructions royales données lors de la séance de travail présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 1er novembre et dédiée au déploiement de la stratégie des énergies renouvelables. Et c'est un geste écologique involontaire que font des centaines de foyers dans la région de Khnifra. Ils ramassent feuilles mortes et brindilles dans les forêts pour se chauffer. C'est leur seul moyen de se protéger contre le froid, car les tarifs du bois de chauffage sont assez élevés. Sarah Jabri, Driss Cohen. Nous sommes à Mouha ou Hammou, petite commune rurale perchée à plus de 1600 mètres d'altitude. Le bûcheron du village a du pain sur la planche car la demande est très forte, bien que les prix soient élevés. En effet, il faut compter en moyenne 1000 dirhams pour une tonne de bois, c'est 250 dirhams de plus que les années passées. Les quantités issues de l'exploitation forestière ne sont pas suffisantes pour couvrir le besoin de la population. C'est pour cette raison que le bois de chauffage est de plus en plus coûteux et rare. Les prix varient selon la disponibilité et cette année le bois coûte plus cher, mais il reste essentiel en hiver. Pour une petite maison de 2 à 3 pièces, il faudra au moins 5 tonnes par an pour se prémunir du froid, mais en raison de son prix particulièrement élevé, le bois de chauffage reste inabordable pour de nombreuses familles. Ces dernières se contentent des petites bûches et brindilles collectées aux alentours. Nous ramassons du bois mort en forêt que nous transportons à dos de mulet. Le bois est vital en hiver. Nous vivons dans une région connue pour son hiver glacial. Quand il neige, les routes sont coupées. Nous ne pouvons même plus nous approvisionner en eau de source. Qu'il neige ou pas, l'hiver est une épreuve de survie pour des milliers de villageois dans les zones montagneuses et enclavées de la province de Khnifra, des familles qui manquent souvent de ressources pour faire face à la rudesse du climat. Le mercure est aussi au plus bas dans la province de Rachidia. Cette baisse des températures fragilise le système immunitaire et favorise donc l'apparition de plusieurs pathologies saisonnières. Afin de venir en aide à la population, plusieurs spécialistes se sont déplacés dans la région. Nezhal Baazizi, Rachid Halawi. C'est dans la petite localité rurale d'Emerzgan, située à 90 km de Ouarzazate, que les bénévoles de la caravane médicale se sont installés. Médecins généralistes, spécialistes, infirmiers délivrent des soins médicaux aux populations vulnérables. Je suis venu car j'ai des problèmes de vue. J'ai été prise en charge par un médecin, tout s'est très bien passé et tout le monde a été pris en charge. On reçoit surtout des femmes enceintes. Nous avons relevé des cas d'infection du col de l'utérus. D'autres se sont plaints de douleurs mammaires. Le froid qui sévit dans la région a été également à l'origine de nombreux cas d'infection. Ils sont nombreux à avoir bravé les températures glaciales pour venir consulter l'équipe médicale.
1200 consultations ont été assurées par les médecins, notamment des dépistages du diabète et des grossesses à risque. Près de 80 personnes ont été mobilisées pour cette opération de solidarité. Il y a des médecins généralistes, des spécialistes, mais également du personnel administratif et technique. Des distributions de médicaments aux personnes nécessiteuses ont également été organisées. 3 autres caravanes médicales sont programmées dans la région de Ouarzazate à partir du mois de mars. Les prix de 319 médicaments ont baissé après leur exonération de la TVA. Cette nouvelle baisse concerne notamment les médicaments utilisés pour des maladies coûteuses, dont les antibiotiques, les traitements pour anémie, hémorragie et épilepsie, ainsi que pour la sclérose et la polyarthrite. La décision du département de la santé intervient en application des dispositions de la loi de finances 2019. Et nous restons toujours dans la page santé pour répondre à cette question. Y a-t-il un lien de causalité entre le soutien-gorge et le cancer du sein? Certains cas de tumeurs mammaires avaient été en effet provoqués par des armatures défectueuses. Est-ce pour autant qu'on peut imputer à ce sous-vêtement indispensable dans toutes les garde-robes des femmes le cancer du sein? La réponse dans cette enquête de Isa Sharqi, Mohamed Jain. Symbole de féminité et must-have de toutes les femmes, le soutien-gorge a longtemps été contesté par le mouvement de libération de la jante féminine dans les années 70. Il revient aujourd'hui au cœur du débat, mais cette fois pour des raisons médicales. Il est soupçonné, selon certaines études, d'augmenter les risques de cancer du sein, une révélation qui en surprend plus d'une. Je ne pense pas qu'un soutien-gorge puisse provoquer un cancer. Ça me paraît aberrant. Alors, par contre, oui, ce qu'on mange peut provoquer un cancer. Je n'ai jamais entendu dire que le soutien-gorge était nuisible pour la santé. Au contraire, c'est important pour la femme. Espérons que ça ne va pas être le cas et que les médecins prouveront vraiment que ce n'est pas le cas, parce que sinon, c'est un peu gênant pour la femme. 2 médecins américains et britanniques désignent le soutien-gorge comme un facteur décisif dans la formation de kystes et de cancers. Leur argumentation repose sur le postulat que le sous-vêtement exercerait une pression et entraverait ainsi la circulation lymphatique. Mais pour l'instant, aucune preuve scientifique n'a démontré un lien formel entre cette lingerie et le cancer du sein. Il n'y a aucun lien entre le port de soutien-gorge et le cancer du sein établi sur des études scientifiques. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque qui sont connus, notamment l'hérédité qui peut se voir dans 5% des cas du cancer du sein. Il y a aussi l'obésité, la sédentarité. S'il y a des conseils à donner aux femmes, c'est qu'il vaut mieux qu'ils portent des soutiens-gorge. Il faut éviter le soutien-gorge à armature. D'accord, de préférence qu'ils soient en coton, et il faut éviter de les porter le soir. Le soutien-gorge n'est donc pas néfaste, il serait même salvateur. En effet, il existe depuis 2017 un soutien-gorge capable de dépister le cancer du sein, une invention que l'on doit à Julián Ríos Cantú, un jeune Mexicain de 21 ans. Et sans transition, nous allons à présent soulever une autre question très récurrente dans le domaine des médias, cette fois celle de l'institutionnalisation de l'éducation dans les différents supports médiatiques. L'opportunité de ce sujet a été débattue par plusieurs spécialistes cet après-midi à l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat. Abdelhamid Morabit, Nza Machi. La révolution numérique résultant des changements démographiques, économiques, culturels et de l'utilisation non contrôlée des médias influe sur le comportement de tout un chacun, et une mauvaise utilisation de ces médias peut avoir un impact négatif sur la société. L'information est moins crédible et je pense que c'est en lien avec le fait que n'importe qui peut diffuser une nouvelle. Ils doivent former les enfants. Ils doivent apprendre aux enfants les avantages et les dangers d'Internet.
C'est en ce sens que l'Institut supérieur de l'information et de la communication et le Centre de recherche et d'éducation aux médias ont organisé une conférence sous le thème « Institutionnalisation de l'éducation aux médias au Maroc, défis et enjeux ». Une rencontre qui vise à initier un débat national sur la manière d'immuniser la jeunesse marocaine à l'heure où l'utilisation de l'information se généralise. L'éducation aux médias est un axe stratégique et un levier essentiel pour lutter contre les méfaits des discours haineux et de certains courants idéologiques qui circulent sur les réseaux sociaux, tout comme les fausses informations. Aujourd'hui, l'éducation aux médias doit nous permettre de lutter contre ces dangers, mais aussi de promouvoir l'éducation aux droits de l'homme et de sensibiliser aux questions de développement durable et d'environnement. Explosion de l'usage du numérique, élargissement du champ des fausses nouvelles et des discours appelant à la haine, l'éducation aux médias apparaît comme un projet qui vise à encourager la citoyenneté et surtout à développer le sens critique. Et nous terminons ce journal à Tanger pour découvrir l'Institut de la Légion américaine pour les études marocaines. Ce musée à l'architecture mauresque abrite de nombreux objets de collection qui relatent les relations entre les deux pays. Mais avant d'être un musée, cet édifice qui était la première propriété des États-Unis à l'étranger a servi pendant plusieurs décennies de consulat. Stermzina Salima Benabou. À l'écart de la frénésie urbaine, la légation américaine. De jolis moucharadiers, une cour style mauresque et à l'intérieur de somptueux espaces meublés de mobiliers occidentaux. Offert en 1821 aux États-Unis par le sultan Moulay Slimane, l'édifice servira de consulat américain durant près d'un siècle et demi. Pendant les 2 siècles de l'histoire de l'existence de la légation, bien sûr, la plupart du temps, ça a fonctionné comme une mission diplomatique. Dans une ville plein de missions diplomatiques, c'est-à-dire à Tanger. C'était probablement le plus important concernant l'histoire de la légation. C'était la période juste avant et durant et pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. L'indépendance du royaume en 1956 va bouleverser le destin de la légation. Les représentations diplomatiques sont transférées à Rabat. La bâtisse tombe en ruine. Elle a même failli être vendue par le gouvernement américain jusqu'à l'intervention d'Arland Eastman, consul à l'époque. Entièrement rénovée, la légation, devenue un centre culturel, se transforme en musée. Elle attire aujourd'hui de nombreux curieux. C'est un lieu très intéressant pour découvrir l'histoire. Je suis un écrivain dilettant, et donc je suis très intéressé à l'histoire qui a lié Tanger, la ville de Tanger, aux écrivains américains. Paul Bowles, célèbre écrivain américain, y a séjourné durant les dernières années de sa vie. Cet espace ouvert au public est entièrement dédié à son œuvre. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Les Algériens bravent l'omniprésence policière dans la capitale pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles. Plusieurs manifestations ont eu lieu également dans de nombreuses villes du pays. Voilà pour l'information de ce vendredi. Vous pouvez revoir ce journal en replay sur notre site 2m.ma dans moins d'une demi-heure. Le journal en langue arabe avec Hicham Garfaoui. Passez une excellente soirée. À demain.